Bonjour, vous êtes sur Histofocus et comme vous le verrez, cet épisode des dates du temps numéro 5 sur le mois de mai bénéficie d'un nouvel habillage et d'un nouveau nom. Bienvenue donc dans l'almanach de l'histoire numéro 5 pour lequel nous avons un programme chargé. Au menu, une manif de barrage politique, la victoire de la gauche entre deux guerres, un incendie mortel, la libération d'une ville, la mise en application d'un concept, la victoire d'un breton pour tout un peuple, l'émergence d'une métropole et la naissance d'une fédération. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à actionner le pouce bleu et la cloche et installez-vous confortablement. Nous sommes prêts à partir. Du jamais vu pour un 1er mai, en tout cas depuis plusieurs dizaines d'années. Énorme succès de la mobilisation contre le Front National. Suite au premier tour de l'élection présidentielle du 21 avril, environ 1 300 000 personnes manifestent contre l'extrême droite dans plusieurs dizaines de villes de France. La décadence est en marche. Coup de tonnerre lors de ce 21 avril 2002. Dès l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, des manifestations spontanées contre Jean-Marie Le Pen ont lieu à Paris et dans les grandes villes de province. L'engouement pour ces manifestations ne faiblit pas, et plusieurs millions de Français, et plus particulièrement les étudiants et les lycéens, participent à des rassemblements, débats et pétitions contre le Front National. La mobilisation s'amplifie le 1er mai, jour traditionnel des manifestations syndicales, avec environ 1,5 million de personnes descendant dans la rue contre l'extrême droite sur l'ensemble du territoire français. La manifestation parisienne, organisée entre la place de la République et celle de la Nation, rassemble quant à elle environ 500 000 personnes. Il s'agit d'un des plus grands défilés que la capitale ait connu depuis la Libération. En raison de cette ampleur, l'immense cortège doit même être scindé en 3 itinéraires pour rejoindre la place de la Bastille. La gauche plurielle et plusieurs ministres figurent dans le cortège en compagnie des syndicats. Les élus de droite en sont absents. François Fillon, président RPR de la région Pays de la Loire, explique ainsi cette position. Il n'est pas dans notre culture de manifester. Mais à gauche comme à droite, on appelle à voter Jacques Chirac le 5 mai 2002 pour faire barrage à l'extrême droite. Jacques Chirac est réélu avec plus de 80% des voix. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Le 3 mai 1936 a lieu en France le deuxième tour des élections législatives qui donne la majorité à une coalition de gauche, le Front populaire. Elle est conduite par un chef charismatique, le socialiste Léon Blum. Le Front populaire n'est pas un parti de gauche en lui-même, mais une alliance électorale entre les 3 grands partis de gauche, le Parti communiste de Maurice Thorez, le Parti socialiste de Léon Blum et, plus près du centre, le Parti radical socialiste d'Édouard Daladier. Sa victoire fait naître dans les classes populaires un rêve de vie meilleure et d'oubli des résultats de la crise économique de 1929. La victoire de la coalition de gauche fait un appel d'air dans tout le pays et crée en réaction des grèves et des occupations avec l'espoir de renverser le système capitaliste. Ces grèves se déroulent de manière pacifique, dans l'allégresse et la joie. Chacun croit en l'imminence d'une nouvelle révolution, qui pour s'en réjouir, qui pour s'en alarmer. Le gouvernement restaure la paix sociale en signant avec les représentants patronaux et syndicaux les accords de Matignon dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, accords qui prévoient des augmentations de salaire, l'élection de délégués ouvriers dans les usines, l'établissement de contrats collectifs et non plus individuels. Le travail reprend peu à peu dans les entreprises. Le gouvernement Blum met aussi en place des réformes spectaculaires, comme les congés payés et la semaine de 40 heures pour tous, la réforme et l'organisation de la Banque de France, la nationalisation des principales usines d'armement et la création d'un office interprofessionnel du blé pour maîtriser le cours des céréales. Le 31 décembre 1936, Léon Blum prend le temps de savourer l'œuvre accomplie. Il cite « Il est revenu un espoir, un goût du travail et un goût de la vie. » Mais malgré tout ça, le chômage ne s'améliore pas. Ce n'est pas parce que le travail est passé à 40 heures que les patrons ont embauché. Ils ont juste fait travailler plus dur les employés. Sortez-vous les doigts du cul. Léon Blum procède à une dévaluation du franc qui donne un peu d'air à l'économie, mais c'est trop tard. Le 13 février 1937, dans une allocution radiodiffusée, il se résigne à annoncer une pause sociale. Les incertitudes du gouvernement face à la guerre civile espagnole achèvent de le discréditer, et dès le 21 juin 1937, le leader socialiste doit remettre sa démission. Léon Blum est remplacé à la tête du gouvernement par le radical socialiste Camille Chautemps. Celui-ci donne du mot à la législation sur la semaine des 40 heures en facilitant les heures supplémentaires.
Il poursuit par ailleurs les réformes en regroupant les compagnies privées de chemin de fer, gravement déficitaires, dans un monopole public, la SNCF. Mais communistes et socialistes réclament l'application intégrale du programme du Front populaire et provoquent sa démission. Un jour, je vais lui fumer sa gueule à ce connard. Léon Blum revient à la tête d'un gouvernement d'union nationale le 13 mars 1938, à un moment d'extrême tension internationale. En effet, la veille, Hitler a annexé l'Autriche à l'Allemagne. Blum remet sa démission moins d'un mois plus tard, et c'est le radical socialiste Édouard Daladier qui accède à la présidence du Conseil. Il lui reviendra de signer les détestables accords de Munich, puis de déclarer la guerre à l'Allemagne. 12 ans que le bazar de la Charité cartonne. On y croise de tout Paris. Malheureusement, dans quelques minutes, un terrible drame va se jouer. Le bazar de la Charité, c'est un grand marché dont les recettes iront aux plus démunis, et qui a lieu dans un hangar en bois, loué et décoré de tissus de gaz pour masquer les murs. Le 4 mai 1897, il prend feu à cause des vapeurs d'éther de la lampe du cinématographe. Plus de 120 personnes vont mourir brûlées ou asphyxiées. Ce jour-là, il y a un monde fou, on est serré comme des sardines, et surtout voilà qu'arrive la duchesse d'Alençon, la sœur de Sissi, impératrice d'Autriche-Hongrie. L'une des attractions du bazar de la Charité, c'est le tout nouveau cinématographe. Et évidemment, ce jour-là, il vient de tomber en panne. Il est derrière la toile de goudron qui l'isole de la foule et surtout de la lumière. Pour le coup, M. Bellac, le projectionniste, n'y voit rien. Il demande à son assistant Grégoire Bragachot d'allumer une allumette pour mieux voir. Ce n'est pas la meilleure idée qu'il ait eue de sa vie, c'est peut-être même la pire. Les vapeurs d'éther s'enflamment aussitôt, le feu se propage au rideau, et en 15 minutes, le bazar est transformé en un immense brasier. Vous éclairez à la torche, espèce de maboule, et le tout sur des étagères en bois. Non mais c'est la moindre braise qui vole, vous aurez l'air faim. À l'intérieur, on hurle, on se bouscule, et surtout on meurt, parce qu'il n'y a que 2 sorties. Niveau sécurité, pas une sortie de secours, que dalle, c'est agencé à la va-vite. 2 sorties donc, la porte, inaccessible à cause de la foule qui sort, et une sorte de lucarne qui ne sauvera qu'une poignée de visiteurs. Le bilan est lourd, 121 victimes directes et 2 indirectes. Il y a 110 femmes, dont la duchesse d'Alençon qui a voulu surpartir la dernière, acte héroïque certes, mais qu'elle a payé de sa vie. Il y a 6 hommes, et 5 corps non reconnaissables parmi les morts, plus 2 hommes morts d'une crise cardiaque en apprenant la mort de leur sœur. Seulement 6 hommes, et c'est ce qui va déchaîner les journaux qui sauront rappeler le chacun pour soi et les coups de canne des gentilshommes pour se frayer un passage vers la sortie. Enculé! Traumatisant pour le Paris de 1897, l'incendie du bazar de la Charité est à l'origine des premières normes incendies. Il faudra hélas bien d'autres tragédies pour contraindre à imaginer toujours l'inimaginable avant qu'il ne se produise. Le 8 mai 1429, Jeanne d'Arc prend d'assaut les forces anglaises. Orléans subit le siège des armées anglaises, car si les Anglais veulent avoir une chance d'attaquer le dauphin Charles VII, il leur faut passer la Loire. Problème, il n'y a que 2 passages possibles. Angers, bien défendu par le château de Yolande d'Anjou, et Orléans, puissamment fortifié. Les Anglais lèvent donc le siège d'Orléans après avoir perdu la bataille. C'est le premier succès de celle qui sera plus tard surnommée la Pucelle d'Orléans. Jeanne d'Arc est missionnée par le roi quand elle se présente en avril 1429 devant les chefs de l'armée royale dans son armure de capitaine. Elle veut libérer Orléans, et ceux-ci dans un premier temps se foutent d'elle. C'est vrai quoi, une femme, habillée en homme, même pas de la noblesse, c'est pas sérieux. C'est marrant parce que vous n'avez pas trop la tronche de la curée de campagne, vous. Mais vous ne ressemblez pas non plus tout à fait à l'idée qu'on se fait d'un gendarme. L'habit fait pas le flic, hein, non plus. Mais sa motivation, son énergie et sa foi ont vite fait de lui rallier l'armée. Le 29 avril, la Pucelle fait son entrée dans la ville en évitant les Anglais et défile avec le bâtard d'Orléans, qui défend la cité depuis plusieurs mois. Attaque après attaque, les Anglais sont obligés de reculer et de s'enfermer dans des bastilles qui entourent la ville. Les Anglais ont le plus grand mal à se soutenir les uns les autres. Les troupes du dauphin décident d'attaquer l'une après l'autre ces bastilles. Jour après jour, les armées françaises gagnent du terrain et des batailles. Le 7 mai, au petit matin, Jeanne et ses troupes se lancent à l'attaque de la dernière Bastille. Durant cet assaut, Jeanne est blessée par une flèche à l'épaule. Les Français épuisés sont sur le point de sonner la retraite, quand Jeanne, malgré l'avis de ses lieutenants et des médecins, agite sa bannière et revient dans le combat. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? La Bastille est prise, les liaisons sont rétablies entre Orléans et le sud de la Loire. Le lendemain, l'armée anglaise se met en ordre de bataille dans la plaine, mais Jeanne refuse le combat car on est dimanche. Faut pas exagérer, il y a des choses sacrées, on bosse pas le dimanche. Le capitaine John Talbot, qui commande l'armée anglaise, comprend qu'il n'y a plus rien à gagner s'il reste là. Il lève le siège et se retire. Succès sur toute la ligne. Et ensuite, Jeanne va à la rencontre du dauphin le 13 mai,
afin de l'emmener vers Reims et de le faire sacrer roi. Et environ un an plus tard, elle sera capturée par les Bourguignons, cédée aux Anglais et brûlée sur le bûcher. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout cramer et reprendre à zéro. Si j'étais roi, c'est ce que je ferais avec la Bretagne. Le 14 mai 1796, un médecin de campagne vaccine un jeune garçon afin de le protéger contre la variole. Contrairement à ses confrères qui traitaient leurs patients avec la variole elle-même et du coup avec beaucoup moins de résultats, il utilise la vaccine des vaches, beaucoup moins dangereuse. Il a inventé sa méthode en observant la traite des vaches et il est allé contre les recommandations médicales de son époque. Voici comment Edward Jenner, un médecin de campagne, a sauvé des millions de vies. Edward Jenner naît en 1749 en Angleterre. À 14 ans, il est apprenti chez un chirurgien local, puis il rejoint Londres pour étudier auprès d'un chirurgien adepte de la méthode expérimentale dont la devise est « Ne croyez pas, essayez ». N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Une fois guéri, il revient dans sa campagne à l'époque où l'une des maladies les plus graves qu'il ait à soigner est la variole. Elle est mortelle dans 1 cas sur 5 et des centaines de milliers de personnes en meurent chaque année dans le monde. Un quart de ceux qui survivent sont défigurés. Pour la combattre, il existe un procédé importé de l'Empire ottoman en 1720, l'inoculation variolique. Mais cette technique est dangereuse car les inoculés sont contagieux et le risque de contracter vraiment la variole est important. Edward Jenner remarque chez certains de ses patients une forme différente, moins sévère de la maladie. Ils ont un point commun, ils sont vachés. Le médecin imagine alors un nouveau procédé. Inoculer à un patient sain une forme bénigne de la maladie de la vache pour ne pas contracter plus tard une forme sévère de variole, comme les vachers qui semblent immunisés. En 1796, il prélève du pus sur les mains de Sarah Nelm, une vachère atteinte de la variole de la vache, et l'introduit dans le bras d'un petit garçon de 8 ans, James Phillips. Le petit garçon n'a jamais eu la variole. L'enfant est légèrement malade pendant quelques jours, puis plus rien. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Malgré le risque, il l'expose à la variole quelques semaines plus tard et l'enfant ne développe pas de maladie. 2 ans plus tard, Edward Jenner publie ses résultats et nomme son procédé la vaccine d'après le mot latin vaxa qui veut dire vache. Mais il est vivement critiqué. Pour l'Église, inoculer la maladie d'un animal à l'homme est un péché. Quant aux scientifiques, ils estiment que Jenner n'a pas le profil du médecin idéal. Par une action déterminée auprès de ses collègues, Edward Jenner, qui a maintenant 47 ans, va donner à la vaccination une caution scientifique et la généraliser à l'ensemble de la population. Edward Jenner persiste, il trouve des volontaires et la teste sur une vingtaine de personnes. Devant les succès répétés de sa méthode, la Royal Society finit par publier ses résultats et il obtient le soutien de l'État anglais. Il reçoit des subventions publiques, on l'aide à fonder un hôpital pour faire ses expérimentations, et le roi autorise la vaccination de tout un régiment militaire. Le prince héritier lui-même est vacciné. Pendant la guerre de 100 ans, le 16 mai 1364, a lieu à Cocherel, aujourd'hui Hardencourt-Cocherel, sur la rive gauche de l'Eure, à quelques kilomètres d'Évreux, une bataille qui oppose les troupes de Charles V, roi de France, aux armées de Charles II, roi de Navarre, dit le Mauvais, et à ses soutiens anglais. Celui-ci conteste l'autorité du roi de France et revendique la couronne. La victoire du mercenaire breton et de ses compagnies de Soudard permet au roi Charles V le Sage de restaurer le prestige de sa dynastie, mise à mal par l'ineptie de son père, Jean II le Bon. Charles de Navarre est ambitieux et estime que la décision prise à la mort de Charles IV le Bel par les grands du royaume n'est pas la bonne. Ceux-ci ont choisi de donner la couronne à la maison des Valois, plutôt qu'à la maison d'Angleterre ou de Navarre, pourtant cousine directe du roi. Et Charles II a de bonnes raisons d'être pageoise, car bien avant qu'Henri IV soit roi de France et de Navarre, les deux royaumes avaient déjà été unis au temps des règnes de Philippe IV le Bel et de ses fils. Vous savez, les rois maudits. Le roi de France avait uni les deux royaumes en épousant Jeanne de Navarre. Lui et ses fils, Louis X, Philippe V et Charles IV, étaient donc rois de France et de Navarre. En arrivant au pouvoir, Philippe VI de Valois, roi de France, n'a pas de droit sur la Navarre. La couronne revient, sous certaines conditions, à la fille de Louis, nièce de Philippe et de Charles, qui eux non plus n'ont pas de descendance mâle. Ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Jeanne de Navarre épouse donc Philippe, le comte d'Évreux, et à la mort de celui-ci en 1349, leur fils, qui est né en 1332, devient roi de Navarre sous le nom de Charles II, dit le Mauvais. Ce puissant seigneur descend donc en ligne directe de Saint-Louis et de Philippe III le Hardi, ce qui en fait un prétendant au trône. Charles est colérique et fourbe. Il profite de la capture de Jean II le Bon à la bataille de Poitiers pour mettre en avant ses droits sur la couronne française. Et pour ça, il complote contre les Valois, il s'allie au roi d'Angleterre, il monte contre le dauphin et les commerçants parisiens, bref, il ose tout pour arriver à ses fins.
Pour contrer cela, le dauphin Charles soumet les bourgeois de Paris et négocie à Bretigny près de Chartres un traité avec les Anglais, profitant du fait que son père soit dans les prisons anglaises. Jeannot finit par mourir dans les geôles anglaises le 8 avril 1364 et le dauphin Charles se fait sacrer à Reims selon la tradition et fait une entrée triomphale à Paris. Il devient Charles V, dit le sage. La situation n'est pas encourageante pour autant. Charles II est toujours pageoisse et encercle Paris avec ses hommes et les armées anglaises, avec pour but d'affamer les Parisiens. C'est Bertrand du Guesclin qui est chargé de défaire cette armée. Charles V, bien que doté de qualités évidentes, est en situation de handicap quand il s'agit de mener des troupes au combat, car il souffre d'une malformation au bras droit et ne peut combattre en personne. Il se repose donc entièrement sur son fidèle du Guesclin, un chef de bande qui s'est illustré dans les luttes dynastiques de son pays, la Bretagne, et il lui demande donc de dégager en urgence la vallée de la Seine. Du Guesclin arrive à Cocherel avec son armée de 2000 soldats. Il évalue rapidement les forces en présence et la tactique adoptée par les Anglais et les Navarrais. Ceux-ci occupent une colline sommairement fortifiée et attendent que les Français, fidèles à leur fougue, attaquent en une charge suicidaire. Ce jour-là, il fait chaud et la soif se fait sentir chez les Français. Ils sont prêts à s'élancer contre les Anglais pour en finir au plus vite, mais du Guesclin refuse. Il ne reste pas non plus sans agir, car cette tactique est aussi dangereuse que l'attaque frontale. Il fait mine de se retirer, ce qui pousse les Anglo-Navarrais à quitter leur position pour partir à la poursuite de ces lâches qui fuient le champ de bataille. Une fois l'armée à découvert, les Français font volte-face, ce qui empêche les archers anglais d'utiliser leurs arcs, et, suite à un débordement, les Français réussissent à capturer Jean de Grailly, chef de l'armée anglo-navarraise. Cette victoire assoit l'autorité de Charles V. Elle vaut aux mercenaires bretons le comté de Longueville, près de Dieppe, en guise de récompense. Charles II est bien obligé de reconnaître Charles V. T'as quelque chose à dire? Non. Voilà. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Et quelques semaines plus tard, le 29 septembre 1364, lors de la guerre de succession de Bretagne, du Guesclin sera fait prisonnier à Auray par les Bretons de Jean IV. Charles V ne se fera alors pas prier pour payer une rançon de 100 000 livres en vue de sa libération. Le chef de guerre entraînera plus tard les grandes compagnies de mercenaires en Espagne, et où il retrouvera son vieil ennemi, le roi de Navarre. Montréal, métropole de l'actuelle province du Québec, est fondée le 17 mai 1642 sur une grande île située au confluent du Saint-Laurent et de la rivière des Prairies. L'idée émerge en 1615 quand Samuel de Champlain émet l'idée d'un poste sur le fleuve Saint-Laurent en vue de promouvoir la religion catholique parmi les indigènes locaux, et par la même occasion de mettre la main sur le commerce de la fourrure. Le concept fait son chemin et arrive aux oreilles de Louis XIII grâce au baron de Fancamp et de Jérôme de la Dauversière, un habitant de la Flèche. Il pense à une grande île sur le fleuve repérée un siècle plus tôt par Jacques Cartier et baptisée Montréalis, Mont-Royal en latin. Ça pourrait être l'endroit idéal. En 1639, la société Notre-Dame de Montréal est créée, et en mai 1641, 2 navires quittent La Rochelle pour la Nouvelle-France, le Québec actuel. Ils ont pour responsable de l'expédition Paul Chaumédé de Maisonneuve, jeune noble ambitieux et désireux d'être missionnaire, et Jeanne Mance, infirmière aux multiples talents. Ils commandent un équipage de 50 personnes. L'expédition arrive à Québec et passe l'hiver là-bas, et atteint le site de Montréal l'année suivante. Les colons débarquent et commencent à s'installer. Les premiers travaux sont pour la clôture, et ils sont suivis de la messe de fondation le lendemain, le dimanche 18 mai 1642. Le nouvel établissement est consacré à la Vierge et prend le nom de Ville-Marie. Une dizaine d'années plus tard, il ne sera plus connu que sous le nom de Montréal. Mais toute création de colonie n'est jamais de tout repos. La ville doit se défendre contre les Iroquois qui, depuis leur rencontre avec Samuel de Champlain, détestent les Français. Heureusement, l'arrivée de nouveaux colons permet de fortifier la colonie. Et en 1701, la paix est conclue avec les Indiens grâce aux efforts de ce monsieur. Aller revirer aux chutes Niagara pour faire signer un traité de paix à la tribu des péteux. Ce monsieur, qui a ses cheveux sur ses oreilles et un chapeau, c'est lui de Buade de Frontenac, qui est le gouverneur de la province, mais qui hélas ne verra pas aboutir son œuvre, car il meurt 3 ans avant. Montréal, situé près des grandes routes du commerce amérindien, devient rapidement la plaque tournante du commerce des fourrures sous le règne du roi de France. Son emplacement avantageux aux limites de la Huronie en fait le lieu de départ indiqué pour plusieurs missions d'évangélisation. Mais arrive la guerre de 7 ans. La ville est assiégée par 3 armées anglaises et se rend sans combattre le 18 septembre 1760. Comme l'ensemble de la Nouvelle-France, elle passe dès lors sous couronne britannique. 2 siècles après sa naissance, elle compte 45 000 habitants. La ville devient un temps américaine, puis redevient canadienne, avant de prospérer grâce à son port et à la diversité de sa population, comme le rappelle son drapeau. Mais ça, c'est une autre histoire. Le 21 mai 1904 est un grand jour dans le monde du football. Les représentants de 7 pays, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Suède et la Suisse, se réunissent à Paris. Toi, comment ça se fait que t'es pas en Suisse, sale petit merdeux?
et crée la Fédération internationale de football association, la FIFA, suite à l'invitation du journaliste et arbitre Robert Guérin. Elle se donne pour objectif de professionnaliser le football pour permettre aux classes populaires d'y participer. Il y a un grand absent à cette réunion, c'est le Royaume-Uni, qui ne veut pas se professionnaliser et reste attaché à l'amateurisme, alors qu'officieusement leurs équipes ont commencé à faire venir des joueurs internationaux pour jouer dans leur championnat. À cette époque, les équipes sont des équipes d'entreprise, et les propriétaires de ces clubs embauchent les internationaux sous contrat d'ouvriers, mais ne les font pas travailler à ces postes, ils restent concentrés sur le football. La fédération anglaise rejoint la FIFA l'année d'après. La fédération est alors présidée par Robert Guérin jusqu'en 1906. Sortie exsangue de la Grande Guerre, la FIFA est redressée par Jules Rimet, qui en assume la présidence de 1921 à 1954. Elle crée une première compétition, la Coupe du Monde, en 1928 grâce aux Jeux Olympiques de 1924 et à l'équipe d'Uruguay qui a illuminé la compétition. Cette coupe sera jouée en 1930. En 1946, la coupe prend le nom du président de la FIFA, Jules Rimet, et partira pour le Brésil en 1970, après la 5e victoire des coéquipiers de Pelé. En 1932, la FIFA déménage à Zurich, en Suisse. Pourquoi en Suisse ? En raison du statut de la Suisse et des graves soucis financiers de la fédération depuis le krach boursier d'octobre 1929. La FIFA met en place d'autres récompenses. Elle désigne chaque année de 1991 jusqu'en 2009 le joueur FIFA de l'année, puis depuis 2010 le Ballon d'Or FIFA. Elle tient aussi à jour le classement FIFA des équipes nationales. En 2015, la fédération est marquée par un scandale concernant Sepp Blatter, le président, qui n'était pas à sa première polémique, et Michel Platini. Suite à cela, un nouveau président, l'Italo-Suisse Gianni Infantino, est nommé. La FIFA gère aussi les compétitions féminines et les compétitions des jeunes. Une des particularités de la FIFA est le long règne de ses dirigeants. 12 ans pour Daniel Wohlfahll, 33 ans pour Jules Rimet, 24 ans pour Joao Havelange et 17 ans pour Sepp Blatter, par exemple. Quand je m'accroche, ouais, je leur ressemble comme ça, je suis comme ça. Comme ça. En décembre 2002, la FIFA mettra en place la Coupe du Monde de Qatar, première Coupe du Monde en hiver et en Arabie, et qui est déjà polluée par plusieurs polémiques justifiées concernant les droits de l'homme et l'écologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des informations. En attendant, merci de mettre le pouce bleu, la cloche, le partage et l'abonnement, vous connaissez le principe. Vous pouvez participer dans les commentaires, dans le respect de chacun, et me dire ce que vous avez apprécié, ou s'il y a des erreurs. Tout le monde peut se tromper. En attendant, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et appréhender l'avenir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.